J'ai 73 ans. Je suis assise ici, dans le calme d'un mardi matin, et le visage dans le miroir reste celui que je ne reconnais pas tout à fait. Il m'a fallu 52 ans pour apprendre ce que je suis sur le point de te raconter. 52 ans depuis que j'avais 21 ans, plein de projets, sûr de la façon dont la vie fonctionnait. Il ne me reste pas tant d'années à perdre, et je pense qu'il en va de même pour toi. Ce n'est pas une performance, c'est une offrande, un règlement de compte silencieux avec moi-même et, peut-être, si tu veux écouter, une façon pour que tu évites le détour long et lent que ma vie a pris. Je me souviens quand j'avais une trentaine d'années. J'avais un bon travail, un travail exigeant. Ma femme, Carole, me demandait si je voulais faire une promenade après le dîner, juste dans le quartier. Les enfants seraient en pyjama. La lumière serait de cette sorte dorée et longue. Et je disais, dans un instant, laisse-moi finir ce rapport. Le rapport était important. La promotion était importante. Subvenir aux besoins était important. Et c'était vrai. Mais je ne comprenais pas la monnaie avec laquelle je payais. Je ne payais pas avec mon effort. Je payais avec ces après-midi dorés, avec le son du rire de mon fils en désignant un chien, avec la petite main de ma fille, collante de dessert, glissant dans la mienne. J'ai échangé ces moments contre une ligne sur mon CV. Je pensais que j'accumulais du temps, l'épargnant pour un avenir sûr. Je le dépensais et je n'ai jamais vérifié le solde. Le coup n'a pas été soudain. Il n'y a pas eu de moment de révélation où j'ai perdu ma famille en travaillant trop. C'était plus silencieux que cela. C'était un débranchement progressif. Les histoires de Carole sur sa journée sont devenues un bruit de fond pour mes propres pensées sur le travail. L'excitation de mon fils pour un projet scolaire est devenue une interruption que j'essayais d'accélérer poliment. Ma présence est devenue quelque chose de physique. Un corps sur une chaise, tandis que mon esprit était à des kilomètres de distance, dans un bureau, résolvant un problème qui me semble maintenant absurdement insignifiant. Je pensais que je construisais une vie pour eux, une maison plus grande, une meilleure voiture, des fonds pour l'université. Et ils appréciaient ces choses, bien sûr. Mais ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin, c'était de moi. Et je ne leur donnais que les restes de mon attention. Puis il y a les relations que l'on laisse s'éteindre, non pas avec une dispute, mais avec une négligence lente. Les amis. Mon ami le plus ancien s'appelait Miguel. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous savions les rêves de l'autre, les erreurs stupides. Pendant des années, nous nous retrouvions tous les quelques mois. Nous prenions une bière, parlions de tout et de rien. Puis la vie est devenue occupée. Un appel manqué ici, un plan annulé là. L'espace entre les rencontres s'est allongé de mois en années. On se dit, il sait que je suis occupé, il comprend. Nous nous rattraperons bientôt, vraiment. L'appel est arrivé un mercredi parfaitement ordinaire. Sa sœur. Un infarctus du myocarde soudain. Elle est partie. Je suis resté debout dans ma cuisine avec le téléphone à la main et j'ai regardé le calendrier. Nous avions parlé pour la dernière fois il y a 8 mois. Un rapide appel de 5 minutes au cours duquel j'ai dit « Il faut qu'on se voit bientôt. C'est que je suis débordé en ce moment. » Il a dit qu'il comprenait. Il le faisait toujours. Lors de ses funérailles, je me suis rendu compte que j'avais connu l'homme dans le cercueil il y a 20 ans. Je n'ai pas connu l'homme qu'il était devenu ces derniers jours. Je l'ai raté. J'ai échangé ces conversations potentielles, cette continuité de l'amitié. Pourquoi? Pour des après-midi passés à regarder la télévision, pour des heures supplémentaires dans un travail où j'étais remplaçable. Le regret qui en découle n'est pas aigu, c'est une douleur profonde, creuse. C'est le regret de l'absence, du silence là où il aurait dû y avoir une voix. Nous parlons du succès. Laisse-moi te dire à quoi cela ressemble d'ici. Depuis cette chaise, les trophées rouillent, les plaques accumulent la poussière dans une boîte quelque part. Les augmentations et les primes, tu dépenses l'argent et il s'en va. Ce qui reste, c'est le souvenir de la façon dont tu l'as gagné.
Les nuits tardives au bureau quand votre fils avait une pièce de théâtre à l'école, les week-ends que vous avez passés à travailler pendant que vos amis étaient ensemble à créer des souvenirs qui sont devenus leur histoire partagée, une histoire dont vous ne faites pas partie. J'avais tellement peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, que j'ai poursuivi chaque objectif, chaque titre, chaque parcelle de validation externe. J'ai confondu le fait d'être respecté avec celui d'être aimé. J'ai confondu le fait d'être occupé avec celui d'être important. Personne sur son lit de mort ne souhaite avoir passé plus de temps au bureau. Vous l'avez entendu. C'est un cliché parce que c'est vrai, mais vous ne le croyez pas jusqu'à ce que vous soyez plus proche de ce lit que de votre premier jour de travail. Ce qui est effrayant, ce n'est pas seulement de souhaiter avoir passé moins de temps au bureau, mais de réaliser que beaucoup de ce que vous y avez fait n'a pas compté. L'urgence frénétique, les manœuvres politiques, les crises qui vous empêchèrent de dormir n'étaient que des ombres sur un mur. Elles n'avaient pas de substance. Les choses qui avaient de la substance se passaient sans toi à la maison. Le point de bascule pour moi n'a pas été dramatique. C'était un mardi. Carole était sortie. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été quand les enfants étaient petits. Je cherchais un tournevis dans le garage et j'ai ouvert une vieille boîte avec des affaires des enfants. Des projets d'art de l'école primaire, des aquarelles décolorées et maladroites, une empreinte de main en argile, une histoire que ma fille avait écrite intitulée « Mon papa qui travaille ». Je me suis assis sur le sol en béton de ce garage, entouré par les fantômes de toutes ces promesses de l'après, et j'ai pleuré. Pas une larme digne, un sanglot brut, laid, viscéral, parce que je pouvais tout voir avec une clarté terrible. J'avais échangé le présent réel, désordonné et beau, contre un futur qui maintenant qui était là, se sentait vide. J'étais arrivé à destination et j'avais perdu ce que je devais emporter avec moi. C'était le moment où les comptes sont devenus clairs. Tu penses que tu additionnes des choses, réalisation, possession, statut, mais la vie est une soustraction. Tu commences avec tout, chaque possibilité, et le temps te retire lentement, en silence, des choses, ton énergie, ta santé, les gens que tu aimes, tes propres jours. Et si tu n'y prends pas garde, tu aides le temps. Tu offres volontairement des choses précieuses, même avant qu'il ne te les demande. Que ne peut pas être réparé? Les moments spécifiques. Je ne peux pas revenir en arrière et faire cette promenade cet après-midi-là. Je ne peux pas appeler Miguel et lui demander pour la graduation de son fils. Je ne peux pas être dans le public lors de la pièce de 3e année que j'ai manquée à cause d'un voyage d'affaires. Ces moments sont partis. Ce sont des trous dans le tissu de ma vie, et aucune quantité de remords ne les raccommodera. Le temps est la seule chose que tu ne peux jamais récupérer. Tu peux faire des amendes, tu peux changer ton comportement, mais tu ne peux pas revendiquer une seule seconde qui est passée. C'est la vérité la plus lourde que je connaisse. Alors, qu'aurais-je aimé savoir? J'aurais aimé savoir que l'amour n'est pas une déclaration que tu fais une fois. Ce sont 1000 petites capitulations de ton propre agenda. C'est laisser le téléphone. C'est écouter la même histoire que tu as déjà entendue, parce que le fait de la raconter est ce qui compte pour eux. C'est choisir la personne plutôt que la tâche encore et encore. Je souhaiterais avoir su que la peur est une terrible boussole. J'ai pris tant de décisions basées sur la peur. Peur de ne pas avoir assez, peur de ce que les autres penseraient, peur de ne pas réussir. Cela m'a conduit directement à une vie qui avait l'air bien sur le papier et se sentait solitaire dans la pratique. Je souhaiterais avoir su que les moments qui semblent insignifiants sont tout. Le silence partagé autour d'un café le matin, le trajet en voiture vers l'école, plier le linge ensemble. C'est le tissu d'une vie, pas les anniversaires ou les vacances, mais les mardis ordinaires. Ne les traverse pas comme un somnambule. Et je souhaiterais avoir su que les personnes dans ta vie ne sont pas des meubles. Ce sont des flammes, et elles peuvent s'éteindre sans avertissement. Traite-les avec cette tendresse. Si tu écoutes cela, et que tu es jeune, ou même si tu ne l'es pas, tu as aujourd'hui. Tu as ce moment. Tu as un choix en ce moment même sur où mettre ton attention. Ne le fais pas parce que je te le dis. Ne le fais pas pour une grande philosophie.
Fais-le parce que je suis assise ici, à 73 ans, et je te dis que la vue d'ici est claire. Elle est belle et déchirante, et je peux voir tous les endroits où j'ai pris le mauvais chemin. Le chemin n'était pas marqué par la méchanceté ou la paresse. Il était marqué par une importance mal comprise, par une responsabilité mal comprise, par un malentendu fondamental de ce que ces mots signifiaient réellement. Les choses qui comptent sont simples. Les personnes que tu aimes, le temps que tu leur donnes, la présence que tu partages. Tout le reste est une distraction. Mon temps restant est court. Je peux maintenant le sentir. J'essaie, dans ces années qui me restent, d'être véritablement présent. Regarder Carole dans les yeux quand elle parle, écouter le rire de mes petits-enfants et laisser cela m'imprégner jusqu'aux os. Ce n'est pas facile. L'habitude de la distraction est profonde, mais j'essaie. N'attends pas 52 ans pour apprendre cela. N'attends pas que le calme d'un mardi matin te pousse à additionner une vie de soustraction. Commence ta véritable mathématique aujourd'hui, s'il te plaît.